Bonjour. Donc, la programmation par l'exemple et l'IA. Donc, l'IA, Pascal Pic en a parlé tout à l'heure. Elle a peut-être commencé en 1927. Donc, 1927, c'est la date de naissance de mon père. Mais c'est la date de naissance aussi de John McCarthy, qui est considéré comme le père ou le grand-père de l'IA, parce que c'est lui qui a trouvé le nom, ou qui a proposé ce nom d'intelligence artificielle lors de cette conférence en 1956 à Dartmouth, où il a réuni des experts de ce que nous on appellerait aujourd'hui l'informatique pour essayer de voir comment on pouvait travailler sur l'intelligence artificielle. Donc le terme arrive et on réunit un aéropage de scientifiques pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec l'intelligence artificielle. Et donc la première chose qu'on fait, on essaye de définir ce qu'est l'intelligence artificielle. Et dans la définition, on retrouve donc cette phrase, donc le fait que cette recherche se basera sur le fait que chaque aspect de l'apprentissage ou caractéristique de l'intelligence peut en principe être décrit avec une telle précision que vous pouvez créer une machine qui les simule. Et en fait, dans cette phrase, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a intelligence, mais avec intelligence, on associe le mot d'apprentissage. Et apprendre, c'est ce qui caractérise une forme d'intelligence, on apprend à s'améliorer. Et donc, l'intelligence, peut-être j'ai du mal à la définir, mais l'apprentissage, ça me semble être une chose plus facile à définir. Apprendre. Apprendre, un enfant, il apprend. Il apprend en regardant, il apprend en interagissant. En fait, il va apprendre à marcher en 1 an, à parler en 2 ans, je résume en moyenne, donc tout ça passe par des processus complexes, et il va continuer à travailler et apprendre à raisonner pour apprendre des choses plus complexes. Donc on voit, on a une construction où on apprend des choses de plus en plus complexes. Apprendre à raisonner, apprendre à reconnaître des formes, c'est une chose compliquée. Je vous propose un petit jeu justement pour voir si on est capable de bien reconnaître des formes. Alors, je vais vous montrer une image et essayer de voir ce que représente donc, cette image. Donc la voici. Ce sont des Legos. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière ces Legos? Alors, au début, on va... Alors, quelqu'un me propose Astérix et Obélix. Alors, voilà comment on raisonne. À partir du moment où on dit Astérix et Obélix, on se dit mais c'est des personnages. Et donc, on va associer notre connaissance des personnages à d'autres personnages, et on se dit tiens, mais il y a aussi les Schtroumpfs, et il y a Lucky Luke, et les Dalton, et Donald et ses neveux, et les Tortues Ninja, et la famille Simpson, et voilà. Donc tous ces personnages. Et donc on voit que la reconnaissance d'une forme passe par une interaction avec une intelligence où on a mémorisé des choses. Il y a des mécanismes complexes qui nous permettent de raisonner et d'appréhender ces choses. Bon, je pense que la machine qui serait capable de reconnaître ça n'est pas encore disponible. Ça, c'est des problèmes qui sont compliqués d'interaction justement avec notre intelligence. Alors, ces différents niveaux d'intelligence, on peut les voir sur un problème de reconnaissance. Il me manque l'image, j'avais trouvé une image de chat. Et donc, face à une image de chat, on peut se poser plusieurs questions. Donc déjà, on reconnaît l'image. Est-ce que c'est un chat? Donc la réponse, elle est binaire. C'est un chat ou c'est pas un chat? Et donc, on va pouvoir entraîner une machine à faire cette tâche. Ou qu'y a-t-il sur cette image? Donc on va proposer à la machine 1000 objets différents. 1000, c'est pas mal. On peut proposer même 10 000 types d'objets différents. Et la machine va prendre l'image et dire c'est un chat. Donc ce type de problème, ce qu'on appelle un problème supervisé, où on va montrer à l'image, à une machine, un ensemble d'images en disant, voilà, là, il y a des chats et là, il n'y a pas des chats.
Et puis après, on va prendre une nouvelle image. Est-ce que tu es capable de reconnaître cette image? Et elle va apprendre à reconnaître cette image, à ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé, grâce à des exemples qui sont étiquetés de chat et de non-chat. Mais il y a d'autres questions qu'on peut se poser face à une image de chat. C'est, mais pourquoi est-ce un chat? La machine, elle dit, c'est un chat, mais pourquoi est-ce un chat? Parce que ça a 2 yeux, parce que ça a un poil, parce que ça a une queue, des oreilles d'une certaine forme. Et on voit que là, on élabore un raisonnement qui n'est plus juste lié à la supervision juste des exemples, mais qui est lié en fait à un raisonnement. Et puis, donc le chat, il peut se déplacer, faire des actions plus compliquées. Donc un chat il peut marcher sur un escalier, et puis on peut se poser la question, mais là, est-ce que le chat il monte ou il descend? Et en fait, juste avec les indices visuels qu'on a, on peut avoir du mal à décider si le chat monte et descend. Et face à ces 3 questions, on peut associer peut-être 3 types d'intelligence différentes. Reconnaître un chat, pas chat, c'est très spécifique. Et pour répondre à cette question, on a besoin d'une intelligence spécifique qui est entraînée par des exemples de chat ou non-chat. Pour répondre à la question « mais pourquoi est-ce un chat ?», il faut commencer à élaborer des raisonnements, connaître le monde, avoir un sens commun. Et l'intelligence qui répondra à cette question serait une intelligence plus générale, ce qu'on appelle l'intelligence générale. Et ensuite, arriver à avoir une intelligence qui serait peut-être même plus intelligente que nous, qui analyserait des choses que nous, on n'aurait pas vues dans les images, et aller au-delà, ça serait ce que certains appellent la superintelligence. Donc la superintelligence, c'est ce qui fait peur à tout le monde, c'est l'intelligence qui serait plus intelligente que nous. Notez bien le conditionnel. On n'y est pas encore à ces intelligences. Donc là, j'ai représenté une petite échelle temporelle. Aujourd'hui, l'intelligence qu'on sait faire, c'est l'intelligence spécifique, répondre à la question, sur cette image, est-ce que c'est un chat ou c'est pas un chat? Ça, on sait le faire. L'intelligence générale, pourquoi est-ce un chat? On ne sait pas encore le faire, mais on travaille dessus. Mais à vrai dire, aujourd'hui, je ne saurais pas dire si on va arriver ou pas. Donc le schéma, ils disent on va y arriver en 2020. Je ne sais pas. Ça me semble très hypothétique. Alors quant à la superintelligence, pour moi, là, on est vraiment de l'ordre du fantasme. Donc ils ont mis ça en 2050 sur la figure, mais c'est dans très très longtemps. Alors, cette superintelligence, c'est ce qui amène, vous savez, quand on parle d'intelligence artificielle, il y a toujours une image qu'on associe à l'article, et sur l'image, il y a toujours un visage d'un homo, un robot ou un truc comme ça, avec plein de... Enfin, c'est anxiogène. La superintelligence est anxiogène, et c'est justement cette intelligence qui dominerait l'humain. Mais encore une fois, cette intelligence, c'est pas pour demain, c'est pour très longtemps. Et donc, pour illustrer si la superintelligence est pour demain, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui et pourquoi on parle d'intelligence artificielle? C'est parce qu'on parle d'intelligence artificielle spécifique. Donc, regardez ce cycle, le cycle de la mode, avec les choses par là qui ne sont pas encore à la mode. En haut, c'est des choses qui sont super à la mode et qui vont arriver. Et puis, par là-bas, c'est des choses qui vont réellement marcher. Alors, si on regarde le cycle, on voit qu'en haut du cycle, on retrouve le deep learning, l'apprentissage profond, je vais y revenir, et machine learning, qui est l'apprentissage machine, à côté d'un petit triangle jaune sur les véhicules autonomes. Donc le petit triangle, c'est intéressant, ça veut dire que c'est une technologie qui est très à la mode, qu'on sent qui va être mature, mais qui va mettre une dizaine d'années pour réellement s'installer confortablement, pour être utilisée. Et alors, si vous prenez tout là-bas dans le début du cycle, vous avez la poussière intelligente, l'impression 4D et l'artificielle intelligence générale qui arrive à peine et qui serait mûre dans une dizaine d'années. Et dizaine d'années parce qu'il n'y a pas plus. Ils n'ont pas mis une espèce de super triangle pour dire dans 20 ans ou peut-être, etc. Donc en fait, on voit que quand on parle d'intelligence artificielle, il y a celle qu'on nous montre, l'image de la figure du robot qui nous angoisse, qui est la super intelligente, mais on ne sait pas quand ça sera. Il y a l'intelligence générale qui apprendra à raisonner, mais qui n'est pas encore là, qui va peut-être arriver, mais on ne sait pas comment faire. Et celle dont on parle, celle qui fonctionne réellement, c'est l'intelligence artificielle spécifique, c'est celle qui est liée à l'apprentissage machine, qui est liée au deep learning, c'est celle dont on parle réellement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a aujourd'hui? C'est cette intelligence artificielle spécifique. En
en fait, qui est spécifique parce qu'elle est programmée par les exemples. C'est un mécanisme qui prend énormément d'exemples supervisés sur des tâches spécifiques et qui vont assimiler ces exemples pour résoudre certaines de ces tâches. Alors, soyons un peu spécifiques. J'ai pris des exemples de santé. Donc, j'ai vu une application qui va regarder nos grains de beauté et qui va nous dire si les grains de beauté sont malins ou bénins. Donc, détection de mélanome de la peau. Donc, la machine a été entraînée avec 130 000 images. Elle a des meilleures performances que les médecins. Ben oui, parce que les médecins n'ont pas la capacité de voir 130 000 images. Donc en fait, c'est cette capacité d'assimiler cette masse de données qui va donner à cette machine des performances supérieures aux performances humaines des médecins. Mais elle ne va pas remplacer le médecin. Elle va aider le médecin à faire un diagnostic. Le médecin, lui, il a le raisonnement, l'image globale du patient, et il va être capable de comprendre les choses un peu plus finement en interagissant avec son patient. Donc pareil, sur l'analyse de radiographie, donc une compagnie française, pour ne pas la nommer, a gagné une compétition d'analyse de radio, et c'est pareil, 640 000 images à assimiler, une masse énorme d'images. Et sur Cardiologue, la société, qui propose un système automatique d'analyse de l'électrocardiogramme en ayant assimilé donc un demi-million d'électrocardiogrammes. Donc on voit, on a des vraies performances, on dépasse les performances humaines sur certaines tâches, mais ces tâches sont très spécifiques. Et la machine qui reconnaît les mélanomes, ce n'est pas celle qui va reconnaître notre rythme cardiaque. Ce sont des machines différentes qui ont été entraînées par des bases de données, des masses de données différentes. Et donc sur des techniques qu'on appelle l'apprentissage supervisé. Donc en fait, aujourd'hui, quand on parle d'IA, c'est bien de cette IA dont on parle, c'est-à-dire l'apprentissage supervisé, l'assimilation de données étiquetées et de manière supervisée, avec des masses de données. Donc on retrouve cette IA dans le traitement de la parole. Donc de plus en plus, maintenant, on parle à nos téléphones et en fait, ils savent traduire ce qu'on dit en texte, speech to text. Comment on résout ça? Eh bien, on a entraîné des machines à le faire sur des bases de données. Donc là, je montre un schéma. Donc on voit évoluer au cours de l'année les performances des machines avec la ligne verte qui est en fait les meilleures performances. Et la trait en pointillé, c'est nos performances à nous. Si nous, on devait traiter du texte qu'on entendait, voilà. Et ce qu'on voit, c'est que récemment, en 2017, les systèmes, des réseaux de neurones profonds pour ne pas les nommer, vont réussir à assimiler des heures de speech, au-delà de 2000 heures, pour faire mieux que les humains. Donc je mets 2000 heures, mais le Baidu, il a été entraîné sur 12 000 heures, et il y a un système Google qui a été entraîné sur 125 000 heures de parole. Donc déjà, si vous parlez à un bébé tous les jours, 3 heures, pendant 2 ans, vous arrivez à peu près aux 2000 heures. Donc quand on parle du Google 120 000 heures, on est 60 fois plus grand. Il faudrait parler. Aucun bébé ne pourra entendre en fait ce qu'on pourra dire, donc ce que les machines sont capables d'emmagasiner. Et en plus, le bébé, il le fait de manière non supervisée. Vous parlez, vous dites pas, vous étiquetez pas le texte, et il va réussir à comprendre le texte. Là, on est vraiment sur de l'apprentissage supervisé. On va coupler de la parole avec du texte écrit, et c'est cette relation qu'on va assimiler avec ces masses d'exemples. Donc, un autre exemple, c'est l'exemple de la traduction. Donc, aujourd'hui, vous avez des systèmes de traduction qui commencent à marcher. Alors, ils ne marchent pas mieux que les humains. Jusque-là, tout va bien. Et on va encore mettre du temps, parce que les traductions de textes littéraires, les machines ne sont pas capables de le faire. En revanche, elles ont une certaine utilité qui m'arrive quand je lis des articles anglais. Si j'ai un petit doute, je prends la phrase, je la mets dans Google Translation pour voir ce que la traduction qu'il me propose. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais elle m'aide à comprendre le sens ou à faire des progrès dans la compréhension des textes. Le texte a été, ces systèmes de traduction qui s'améliorent aussi au fur et à mesure, ont été entraînés là avec 36 millions de phrases. Et donc, on a des textes qui pratiquement traitent de l'ordre du milliard de mots aujourd'hui pour arriver à entraîner massivement en fait, ces données. La voiture qui conduit toute seule, donc vous savez que dans notre territoire, on a des véhicules autonomes en expérimentation autour du Madrier.
Donc là, c'est mon école, c'est l'INSA sur le site du Madrier. Donc il y a 4 Zoé qui sont en libre service, en expérimentation, donc qui sont des véhicules autonomes. Et donc ce qu'on voudrait, c'est apprendre à la voiture, que la voiture puisse apprendre à conduire de manière autonome. Alors ça, on ne sait pas le faire encore aujourd'hui, on essaye de le faire, mais si on veut apprendre dans cette logique, il faut constituer une base de données importante de gens qui conduisent, qui vont associer à leur mouvement sur le volant et sur les pédales, sur la manière dont ils vont conduire, à ce que le véhicule perçoit. Et donc là, j'ai vu une base de données qui a été constituée, 200 000 heures de vidéos, il manque les heures, et donc ça représente en fait 120 millions d'images. Bon, nous, on apprend à conduire en une vingtaine d'heures avec un professeur, en passant... voilà. Donc on voit la différence entre les capacités des machines et nos capacités à nous. On voit bien que c'est des apprentissages différents dont il s'agit. L'apprentissage machine, c'est encore une fois l'assimilation de masse d'exemples, alors que nous, notre capacité de raisonner nous permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup mieux dans ces apprentissages. Alors, comment la machine fait pour assimiler ces masses d'exemples ? Donc, Pascal Pic en a parlé un petit peu. L'arme du crime, l'arme suprême aujourd'hui en apprentissage machine, c'est le deep learning, on l'a vu aussi sur le cycle de Gartner, et donc c'est ce qu'on appelle un réseau de neurones profond. Donc dans réseau de neurones, il y a 2 mots, il y a réseau et neurone. Profond, on va voir pourquoi. Donc un neurone, j'en ai représenté un en haut là-bas. En fait, un neurone, c'est une unité de calcul très simple avec un ensemble de paramètres qui fait des opérations assez simples. Et l'idée, c'est prendre ces unités très simples et de les combiner et de créer un objet complexe en combinant beaucoup d'objets simples. Et donc j'ai représenté ici un exemple de ces réseaux de neurones qui vont prendre en entrée des images, par exemple, ou un son qui a été traduit, ou du texte qui a été codé d'une certaine manière, et qui va procéder à un calcul complexe comme étant la somme de calculs simples. Et en fait, il va y avoir un calcul qui va s'étaler comme ça. Et on parle de calcul de profond parce qu'il y a tout un tas de couches successives qui vont amener à faire ces calculs. Et donc, tous les petits traits noirs que vous voyez là sont des petits paramètres. C'est comme des petits potentiels qu'il faut régler correctement pour que quand je montre un chat à l'image de ce côté-là, eh bien, la machine réponde que c'est un chat. Et ce qui se passe, c'est que je lui montre une image de chat, la machine répond. Si elle répond c'est un chat, je suis content, je fais rien. Si elle me dit non, c'est un chien ou c'est un loup, c'est autre chose, et ce que je fais, c'est que je vais modifier tous les petits traits noirs pour que la prochaine fois, quand je lui montre un chat, elle me dise ah oui, c'est un chat. Et donc tout l'art de l'apprentissage, c'est de savoir comment régler ces petits traits noirs, comment. C'est là qu'est l'apprentissage. Nous, on le reformule comme un problème mathématique d'optimisation en grande dimension, mais c'est de l'optimisation mathématique. Faire que, pour une entrée donnée, on ait la bonne sortie, et ce, massivement, puisque pour entraîner un système, je vais lui montrer 100 000 chats, 1 million de chats et de non-chats, et c'est grâce à cette masse de données, en réglant bien mes petits axes noirs, que je vais arriver à apprendre ce qu'est un chat et ce qu'est pas un chat. Donc l'équation de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle est simple. L'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage supervisé avec du deep learning. Qu'est-ce qu'il nous faut? Des masses de données sur un problème particulier, un gros réseau de neurones qui va assimiler toutes ces données, et pour faire tout ça, une grosse machine qui va nous permettre de faire tous ces calculs. Et donc beaucoup de données, plus un gros réseau de neurones, plus un gros ordinateur, une grosse machine, ça va nous apporter les systèmes d'apprentissage d'aujourd'hui. Et donc, ce que je dis, c'est que ces machines, on dit qu'elles apprennent, mais en fait, ce n'est pas vraiment de l'apprentissage, c'est plus un entraînement à bien réaliser une tâche particulière. Et donc, Andrew Ng donnait cette analogie, il dit, donc entraîner une machine, c'est comme essayer de lancer une fusée. On veut lancer une fusée sur Mars, on a un objectif. Mais pour lancer cette fusée, évidemment, il faut connaître les lois de la physique, construire la fusée, etc. Donc ça, c'est la science de l'apprentissage, l'optimisation, l'informatique, le cadre général qu'on se pose. Mais en fait, si on veut aller sur Mars, il faut que la fusée ait un moteur suffisamment gros. Et le moteur de l'apprentissage, ça va être la taille de ce réseau de neurones. Il faut que le réseau de neurones ait une taille suffisamment grosse pour pouvoir apprendre le problème et assimiler les données du problème. Et une fois qu'on a construit un moteur suffisamment gros, il faut aussi avoir suffisamment de carburant pour que le moteur fonctionne bien et nous emmène sur Mars. Et le carburant de l'apprentissage, de l'entraînement des machines aujourd'hui, ce sont les données. Et pour que tout ça marche bien, il faut avoir suffisamment de données. Et donc, il explique l'analogie carburant et moteur, réseau assez grand et suffisamment de données, par le petit schéma suivant, qui résume ce qu'on essaie de faire. Donc, on essaye d'apprendre, et donc, on a des données pour apprendre, et est-ce qu'on est capable de les apprendre? Si on n'est pas capable de les apprendre, c'est que le moteur n'est pas assez gros, et on va grossir le moteur, on va prendre un réseau de neurones plus grand.
Et donc, une fois qu'on a construit le gros moteur, on a bien assimilé les données d'apprentissage. Du coup, on va vérifier que notre modèle marche bien sur des données test. Et si on a bien appris, mais qu'on teste mal, le système ne marche pas bien, on a besoin de plus d'exemples et on reprend l'apprentissage avec plus d'exemples, jusqu'à se construire le réseau suffisamment grand pour assimiler tous ces exemples. Et une fois qu'on fait bien à la fois sur des données d'apprentissage et de test, c'est qu'on a réussi un système qui va être opérationnel et qui va bien fonctionner. Donc, vous voyez, il y a une course au gigantisme entre la masse des données qu'il faut pour apprendre et la masse du réseau qu'il faut pour traiter ces données. C'est donc cette course qui a amené des réseaux de plus en plus grands. Et donc, le premier réseau qui fonctionnait correctement, qui traitait les images, donc, avait 60 millions de paramètres. Donc, c'était, là on voit le ResNet, mais c'était l'AlexNet de 2012. Pour traiter la parole, le Baidu Speech, donc celui qui est entraîné, donc je l'ai dit avec 120 000 heures de parole, faisait 300 millions de paramètres. Donc il est déjà 5 fois plus gros pour traiter la parole que pour traiter les images. Et l'an dernier, Google a réalisé un système de traduction. Donc, Facebook aussi a un système analogue qui lui est open, qui est en open source, donc qui est distribué, qui est à la disposition des programmeurs. Mais on voit que là, c'est 8700 millions de paramètres. Donc on a encore un facteur, pratiquement 30, pour passer du système Baidu à la taille du réseau donc qui permet de faire la traduction. Donc on voit ces chiffres. Il faut énormément de données, des heures et des heures de texte en français et en anglais, et un réseau qui est très très grand pour arriver à assimiler tout ça. Donc il faut aussi des grosses machines, et j'ai entendu dire que Google avait été le principal client de NVIDIA l'an dernier. Ils ont besoin d'énormément de puissance de calcul pour arriver à gérer toutes ces masses de données et avoir des réseaux de plus en plus grands. Donc ça amène aussi tout ça des temps d'apprentissage qui sont de plus en plus gros, et on voit que au cours du temps, les puissances de calcul nécessaires pour apprendre, donc à partir du traitement d'images, traitement de texte et de la traduction, sont de plus en plus importants. Et je finis sur les réseaux AlphaGo, AlphaGo 0, j'en reparlerai dans ma conclusion. Voilà, donc tout ça, ça dit qu'en apprentissage, si on parle d'intelligence artificielle, à un moment, les gens risquent d'être déçus, parce que de super-intelligence, j'en vois pas arriver, et même l'intelligence artificielle générale me semble un problème difficile. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est l'intelligence artificielle spécifique, et ça, c'est de l'apprentissage, et c'est même de l'entraînement de données qui nécessite beaucoup de données et de gros réseaux. Donc, je dis, je sais entraîner les machines, mais mon travail de chercheur, c'est essayer de comprendre ce qu'est l'apprentissage, et je cherche toujours à comprendre ce qui est la nature de l'apprentissage, et ça, c'est un problème difficile. Voilà. Alors, pour conclure, quand même, parlons un peu de AlphaGo, vite fait. Donc, AlphaGo, c'est un programme qui a résolu le problème du Go et qui a réussi à battre des champions au niveau du Go. Alors, pourquoi c'est un réseau énorme. Il a fallu entraîner, pour fonctionner bien, 40 jours d'entraînement aujourd'hui pour reproduire ce genre de système AlphaGo 0. Mais l'anecdote qui m'a marqué suite à AlphaGo 0, c'est que j'ai discuté avec un collègue dont la sœur était championne de Go en France. Elle jouait dans un club, elle aimait beaucoup. Et m'a dit, mais depuis AlphaGo 0, l'attitude des maîtres a changé. Avant, on avait des maîtres qui venaient, qui disaient, mais pour jouer au Go, non, mais il faut faire ça, ça doit être comme ça, et la stratégie, elle est comme ci, et si on ne fait pas ça, c'est pas bon. Et depuis qu'ils ont été battus par AlphaGo 0, qui a inventé de nouvelles stratégies, qui a commencé à complètement déstabiliser tout ça, les mêmes maîtres arrivent en disant je ne sais pas très bien comment, voilà, il y a peut-être telle idée qui pourrait marcher, mais telle autre, et ils sont devenus beaucoup plus modestes, et du coup les amateurs ont pu développer des nouvelles stratégies, des nouvelles manières de voir, des nouvelles manières d'aborder le jeu, et s'entraîner avec des machines pour tester en fait différentes choses, pour voir comment les choses vont bien. Donc là, dans le domaine du Go, AlphaGo a apporté une vision différente et une compréhension différente du jeu et a aidé justement l'interaction avec la machine à aider à s'améliorer, à mieux jouer. Voilà, j'en ai fini. Eh bien, merci. Applaudissements pour Stéphane Canu. Merci infiniment, Stéphane.